Bonjour et bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Vous êtes sur i24 News et voici les titres à la une de l'actualité. Il serait le troisième membre de sa famille à accéder à la présidence des États-Unis. Jeb Bush, frère de, fils de, a annoncé officiellement sa candidature aux primaires républicaines. Décryptage dans un instant. Renouer le dialogue avec l'islam, c'est la mission d'une nouvelle instance créée par le gouvernement français. Sa première réunion a eu lieu hier. Formation des imams, construction de mosquées, pratiques rituelles, autant de questions sensibles que l'exécutif souhaite mieux encadrer. Et puis en Israël, les artistes et les intellectuels montent au créneau contre le gouvernement et la nouvelle ministre de la Culture, Miri Regev, ancienne porte-parole de l'armée, annonce la fin des subventions pour les œuvres anti-patriotiques. Enfin, les beaux jours approchent et les places en terrasse commencent à se faire chères. L'occasion pour nous de faire le point sur la boisson indétrônable de l'été. Toutes les idées reçues sur la bière, c'est à suivre dans le Morning. Bienvenue à tous. Jeb Bush est donc officiellement candidat républicain à la présidence américaine. Alors que l'Amérique est lassée des dynasties politiques, eh bien le duel final pourrait donc opposer un Bush à un Clinton. Selon un sondage apparaître ce matin dans le Washington Post, la démocrate mène de 3 points. Myri Maman. Fin du faux suspense, le républicain Jeb Bush se lance dans la course à la présidentielle de 2016. Il l'a annoncé lundi soir. Notre pays est dans une très mauvaise passe. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va y faire? La question pour moi, c'est qu'est-ce que je peux y faire? Et j'ai décidé, je suis candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Jeb Bush, 62 ans, fils et frère de 2 présidents, a fait beaucoup d'efforts pour marquer sa différence. Et notamment avec son logo, où il ne fait mention que de son prénom. Être un Bush peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Avoir le nom de famille de Bush pourrait lui faire du mal à certains égards. Mais en même temps, les électeurs aiment bien les familles politiques qui ont déjà eu du succès. Mais si Hillary Clinton devient la candidate démocrate, cet argument serait alors caduc. La première attaque de Jeb Bush en tant que candidat était adressée au président américain, mais surtout à la démocrate Hillary Clinton. Avec sa politique étrangère au rabais, l'équipe Obama, Clinton, Kerry laisse derrière elle des crises qui s'étendent, une violence à laquelle on ne s'oppose pas, des ennemis qui ne sont pas identifiés, des amis qui ne sont pas défendus et des alliances qui se défont. Mais avant d'affronter la candidate démocrate, il faudra passer les primaires du Parti républicain. Face à Jeb Bush, 11 autres candidats. En annonçant sa candidature tardivement, Jeb Bush a réussi à mobiliser beaucoup d'argent destiné à la campagne. Mais les autres candidats, eux, occupent le devant de la scène depuis plusieurs mois. Selon les derniers sondages, Jeb Bush n'arrive qu'à la 3e place derrière 2 jeunes candidats, Marco Rubio, sénateur de Floride, et Scott Walker, gouverneur du Wisconsin. La campagne promet d'être intense. Rudy, on tente de décrypter ce matin avec vous la personnalité de Jeb Bush et puis ses choix en termes de communication également. Oui, alors on l'a dit dans le reportage, bien qu'il évite soigneusement le sujet jusqu'à enlever le nom de famille de son logo, et bien Jeb Bush, 62 ans, est bel et bien le fils de l'ex-président George Walker Bush et aussi frère du non moins célèbre peintre George W. Bush qui fut accessoirement aussi président. Alors pour résumer, Jeb Bush, c'est un petit peu l'intello de la famille. L'Obs nous apprend d'ailleurs plein de petites choses sur lui. On apprend d'ailleurs que son tout premier métier, eh bien, c'était journaliste. Il avait seulement 10 ans. Il était le co-rédacteur en chef de Neighborhood Roundup, c'est-à-dire les nouvelles du quartier, un journal écrit à la main qu'il distribuait au porte-à-porte dans son quartier UP de Houston au Texas. Alors, il est un intello, mais pas forcément élève modèle. Alors, il a une adolescence plutôt agité, il fumait beaucoup et il fumait pas forcément des cigarettes, si vous me comprenez, et il n'est pas passé loin du renvoi de la Phillips Academy de Andover, un lycée chic du Massachusetts. Alors il se calme à 17 ans, il trouve l'amour au Mexique, un amour qui dure toujours avec sa femme Colomba. Alors il fait fortune ensuite dans les affaires, rate son entrée au pouvoir en 94. Cette année-là, alors que ses parents le voyaient élu en Floride, ils ont même fait le voyage en Floride pour le voir, eh bien c'est son frère George qui lui est élu au Texas. Il prend sa revanche en 1998 où il est enfin élu gouverneur de Floride, un gouverneur
très connecté. On dit d'ailleurs qu'il répondait lui-même à ses mails. Et c'est justement ce bilan qu'il va mettre en place. Regardez, c'est là qu'il s'appuie dans son clip. There are people today that are getting services because of what Jeb did. He doesn't do it for himself. He does it because he's a true servant. He is the best voice that we can have. I'm proud of the fact that many families now have the chance to live lives of purpose and meaning. You can improve the life of people, whether it's in the programs for the developmentally disabled or changing our economy or fixing our higher education system. All of these things can be fixed. Voilà, Jeb, point d'exclamation, vous l'avez dit, sans le Bush derrière, pour lui, il n'est pas question de jouer sur l'héritage de son frère ou de son père. Oui, il joue sur son propre héritage. Alors, on voit dans ce clip 4 citoyens américains de Floride qui ont profité des réformes qu'il a pu faire entre 1999 et 2007, là où il était au pouvoir. Alors, on le sait, les Américains, on l'a dit, ne voient pas d'un bon œil un affrontement 2.0 entre Clinton et Bush. Et puis, c'est pour cela qu'il démarre sa campagne pied au plancher, comme on l'a vu dans ce petit clip, du côté du social, en prenant la posture de l'homme proche du peuple, proche des problèmes des Américains, une posture qui se veut évidemment l'antithèse d'Hillary Clinton, et il se présente l'homme qui est loin de Washington, du pouvoir et de ses horreurs, mais cela dit, quand on s'appelle Bush, c'est quand même difficile de se positionner un homme désintéressé par le pouvoir. Voilà. Proche de la communauté hispanophone aussi, il parle espagnol. Par sa femme. Voilà, merci beaucoup Rudy. Allez, en France, après les attentats de janvier, le gouvernement l'avait promis et c'est désormais chose faite. L'exécutif a lancé hier une instance de dialogue avec l'islam. 105 membres, désormais responsables de questions sensibles. Je vous le disais, comme la formation des imams et le financement des mosquées. Explication, Léa Berdugo. L'initiative a mobilisé 4 membres du gouvernement. Les ministres de l'Intérieur, de la Culture, de l'Éducation et leur chef Manuel Valls étaient présents place Beauvau. But de la manœuvre, renouer le lien avec les musulmans de France. Et l'exercice est délicat pour le gouvernement, car en vertu de la loi de 1905, les pouvoirs publics n'ont pas vocation à organiser les affaires d'une religion. Mais le Premier ministre a tout d'abord tenu à rassurer son auditoire. L'islam est en France pour y rester. C'est la deuxième religion de notre pays. Il faut donc mener le combat des consciences et faire jaillir au grand jour ce qu'est la réalité de l'islam en France. Gagner ce combat, c'est avant tout nommer l'ennemi partout où il se trouve. L'ennemi, c'est le djihadisme. La création de cette instance de dialogue avait d'ailleurs été annoncée quelques semaines après les attentats de janvier. Manuel Valls a reconnu que l'islam suscitait encore des amalgames, des incompréhensions. Le Premier ministre a prévenu qu'il ne s'agissait pas de créer une nouvelle organisation des Français musulmans. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman existant depuis 2003. Le programme de cette nouvelle instance est cependant complexe. Construction et sécurité des mosquées, formation des imams, pratiques rituelles, tout doit être passé au crible. Cette réunion devrait servir de forum d'échange régulier. Les membres sont supposés se rassembler 1 à 2 fois par an. Alors Dror, ce n'est pas la première tentative de dialogue entre l'État et les représentants de la communauté musulmane. Est-ce qu'on peut dire que cette fois, toutes les questions, même les plus sensibles, vont être abordées? Non, mais une grande partie des questions, en fait, les 4 questions, on va le voir tout de suite à l'écran, qui seront abordées, principalement les 4 grands thèmes seront les lieux de culte et les mosquées, le statut et la formation des imams, les rites et les célébrations et le culte, les moyens de contrer les actes anti-musulmans et d'améliorer l'image de l'islam. Mais le grand absent, c'est la lutte contre la radicalisation. Il y a une volonté affichée de la part des autorités de ne pas froisser les communautés musulmanes sur cette question. Alors, quelles seront les mesures concrètes qui vont être envisagées? Déjà, cette instance de dialogue qui va se réunir 2 fois par an, c'est déjà une première mesure concrète. Et puis surtout, le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, veut améliorer la formation des imams, notamment des imams qui viennent de l'étranger. Une formation au français, parce que tous ne maîtrisent pas la langue française. Et puis une formation également universitaire d'1 an, peut-être pour les familiariser avec la culture et les valeurs de la République française. Dror, alors que ce débat sur l'islam est ouvert, on note cette déclaration de Dalil Boubacar, invité d'Europe 1 hier. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a proposé d'utiliser des églises vides pour y célébrer le culte musulman. Je vous rappelle qu'il est également le président du controversé Conseil français du culte musulman. Écoutez-le.
C'est un problème délicat, mais je pense... Mais dites-le si vous le pensez. Pourquoi pas? À Clermont-Ferrand, j'ai trouvé tout de même des religieux qui étaient disponibles à accueillir aussi des musulmans. C'est-à-dire que quand des églises seront désertes ou désertées, vous pensez qu'elles peuvent servir au culte musulman? C'est le même Dieu, ce sont des rites qui sont voisins et qui sont fraternels, et je pense que la maison musulmans de Dieu. Voilà. et chrétiens peuvent coexister. Alors, Dalil Boubacar représente pour beaucoup de Français l'islam modéré. Pourtant, ses propos ont choqué. Oui, alors il a conscience que la question est délicate, mais il a tout de même prononcé cette phrase, à savoir que les musulmans devraient pouvoir prier dans des lieux de culte chrétien laissés vacants. Et là, ça touche à un point très sensible dans la culture française, même pour les Français de confession chrétienne, ou plutôt de culture chrétienne, qui ne vont jamais à l'église, mais pour qui l'église représente peut-être une référence culturelle, même s'ils n'y mettent en fait jamais les pieds. Ça touche à une question très sensible parce que véritablement ça donne de l'eau au moulin à ceux qui, dans les rangs de la droite la plus dure, voire de l'extrême droite, sont les partisans de la théorie du grand remplacement. C'est un écrivain proche du Front National, Renaud Camus, qui avait théorisé ce concept, à savoir que les populations immigrées issues de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, en général de confession et de culture musulmane, vont remplacer une France traditionnellement de culture chrétienne, numériquement, culturellement, en termes de valeurs également. Ouais. C'est très symbolique. Effectivement, les Français désertent les églises. La religion musulmane et ses adeptes sont dans une phase beaucoup plus qu'on pourrait peut-être même qualifier comme étant une phase de conquête des esprits, parce qu'effectivement la religion musulmane n'a pas renoncé à son prosélytisme, à sa volonté de convaincre le plus grand nombre possible de personnes en France. Et donc symboliquement ça touche à une fibre extrêmement sensible dans je dirais, la mentalité et la culture française. Merci beaucoup. L'Europe, toujours incapable de répondre à la crise des migrants, et le ton monte. Ils sont plus de 200 migrants africains à faire le pied de grue à la frontière italo-française depuis plusieurs jours. Mais la France refuse d'ouvrir ses portes et somme l'Italie de les prendre en charge. Bernard Cazeneuve invoque le droit européen pour refuser leur entrée sur le territoire français. L'Italie voit rouge et Matteo Renzi parle d'un plan B. Ariane Ménage. Ils sont restés assis le long de la frontière franco-italienne, à Vintimille, pendant plus de 2 jours. Certains ont même commencé samedi une grève de la faim, une manifestation pacifique de près de 200 migrants qui souhaitent quitter l'Italie pour la France, la Grande-Bretagne, la Belgique ou l'Allemagne. Ce week-end, l'accès à la France était bloqué par des gendarmes. Les migrants ont été dispersés, mais certains sont revenus hier matin pour poursuivre la manifestation. Nous devons passer, nous avons besoin de liberté, est-il écrit sur leur pancarte. Des migrants arrivés d'Afrique, sûrement pour la plupart après une traversée périlleuse en bateau. Nous voulons aller dans n'importe quel pays en Europe. Nous ne voulons pas retourner en Italie parce qu'en Italie, il n'y a pas de travail, pas d'argent, pas d'éducation, rien. Cette manifestation de migrants a enflammé la classe politique italienne et française. C'est un coup de poing en plein visage, a déclaré le ministre de l'Intérieur italien Angelino Alfano. Matteo Renzi, quant à lui, a menacé l'Europe de mettre en place un plan B si l'Italie n'est pas mieux soutenue pour faire face à l'afflux de migrants. Ce plan B ferait surtout mal à l'Europe, a-t-il déclaré, sans plus de précision. En France, Bernard Cazeneuve s'est défendu hier matin en faisant appel aux lois de l'espace Schengen. Il y a la nécessité de faire respecter les règles de Schengen et de Dublin. Quelles sont ces règles? Lorsque des migrants arrivent en France, qui sont passés par l'Italie et qui ont été enregistrés en Italie, le droit européen, c'est le droit européen, implique qu'ils soient réadmis en Italie. Nous avons eu près de 8000 passages depuis le début de l'année. Nous avons fait réadmettre plus de 6000 personnes. Le sit-in de ce week-end a donc mis en relief tous les problèmes de la politique européenne sur l'immigration. Des pays comme l'Italie ou la Grèce ne peuvent pas accueillir à eux seuls les milliers de migrants qui débarquent chaque mois sur les côtes européennes. Plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe depuis le début de l'année via la Méditerranée.
En bref, Marine Le Pen doit annoncer aujourd'hui à Bruxelles la création d'un groupe au Parlement européen baptisé Europe des Nations et des Libertés. Il verra le jour si elle obtient le nombre d'élus nécessaires. Alors, outre une plus grande visibilité et d'éventuelles présidences de commission, eh bien, un groupe donne l'assurance de recevoir entre 20 et 30 millions d'euros de subventions au cours des 5 prochaines années. Politique toujours, Manuel Valls redégaine le 49.3. Il doit engager aujourd'hui la responsabilité du gouvernement via cet article de la Constitution pour permettre l'adoption sans vote du projet de loi Macron en nouvelle lecture. Léa Volbert. Pour la seconde fois en moins de 6 mois, le gouvernement Valls dégaine l'arme du 49.3. Dès mardi, le Premier ministre engagera la responsabilité du gouvernement pour permettre l'adoption sans vote du projet de loi Macron. La décision a été prise ce lundi lors d'un déjeuner à Matignon en présence des rapporteurs et des présidents de commissions parlementaires. Christian Jacob, le chef du groupe des Républicains, a d'ores et déjà annoncé que l'opposition déposerait une motion de censure. C'est la panique générale au gouvernement. Le Premier ministre est en perdition. C'est un acte de défiance vis-à-vis de sa propre majorité. En février dernier, lors de la première lecture du texte, le gouvernement avait une première fois eu recours à l'article 49.3. Et pour cause, le projet du ministre de l'économie Emmanuel Macron est plus que contesté, à droite comme à gauche. Une trentaine de députés PS sont hostiles au texte et notamment à l'extension de l'ouverture des commerces le dimanche. Les 10 députés du Front de gauche envisagent également de déposer une motion de censure s'ils parviennent à recueillir, comme le veut la loi, la signature d'un 10e des députés, soit 58 parlementaires. Le gouvernement va nous priver de discussion sur un texte qui symbolise à lui seul la dérive libérale d'une majorité pourtant censée incarner une alternative à la politique de Sarkozy et mener une guerre contre la finance. Le député UDI Jean-Christophe Fromentin a lui appelé l'ensemble des parlementaires de l'opposition à voter la loi Macron. Une loi qui, selon lui, multiplie les avances en direction des entreprises. L'opposition a beau jeu de critiquer la loi Macron, mais nous n'avons pas été très audacieux sur ces sujets lorsque nous étions au pouvoir. Après avoir été modifié par le Sénat, le texte a été adopté en commission jeudi à l'Assemblée. Le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques passera en examen mardi à 16h15 après la séance des questions au gouvernement. Il sera alors considéré comme adopté, à moins que le gouvernement ne soit renversé par une motion de censure d'ici la fin de la semaine. Boko Haram s'en prend pour la première fois au Tchad. C'est en tout cas ce que craignent les autorités après un double attentat hier dans la capitale. L'école de police et le commissariat général de N'Djamena a été visé. Le bilan est de 23 morts. Et cette attaque n'a toujours pas été revendiquée, mais selon François Hollande, eh bien, la responsabilité de Boko Haram ne fait pas de doute. Une déclaration faite hier à Alger. Le président français s'est rendu en Algérie pour une visite éclair à l'invitation de son homologue. Écoutez François Hollande. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Nous avons aussi souligné notre préoccupation, mais aussi notre solidarité à l'égard de ce qui vient de se produire au Tchad, avec un attentat terroriste particulièrement barbare. Il ne fait pas de doute que c'est Boko Haram qui en est responsable et qui devra rendre compte de cette horreur nouvelle. Maurice, vous avez épluché la presse algérienne ce matin, au lendemain donc de cette visite présidentielle. Oui, Barbara, le quotidien d'Oran résume ainsi la visite. Défense et sécurité. La France attend l'Algérie sur le volet de la coopération sécuritaire et de la défense, notamment sur les dossiers maliens et libyens. L'Algérie attend la France sur le dossier économique. La France, écrit le quotidien d'Oran, en effet mal accepté d'avoir été reléguée au second rang des échanges commerciaux derrière la Chine. Et puis la Nouvelle République titre visite éclair de Hollande à Alger. L'édito en dit long. Qui doit combattre, demande le quotidien. Qui doit combattre? C'est les pays sahélo-sahariens, la Libye, le Mali, le Niger et le Tchad. Combattre qui? Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et pour cela, la France possède 6 bases pour intervenir en dehors des pays africains qui les abritent, constate la Nouvelle République.
El Mouadjid, visite d'amitié et de travail. Hollande a voulu rassurer sur l'état de santé de son ami Bouteflika. Il m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle, a dit le président, avant d'ajouter « C'est même rare de rencontrer un chef d'État qui a cette capacité de jugement, mais je ne suis pas médecin », a conclu le président français. Enfin, El Watan, France-Algérie, une amitié exigeante. Et cette amitié exigeante, selon la formule utilisée par François Hollande, c'est une situation de win-win. Le partenariat économique en échange de la lutte antiterroriste. C'est du moins comme cela que les lecteurs d'El Watan ont compris cette visite. Merci Maurice. Autre titre ce matin, cette claque au visage de la Cour pénale internationale. Le président El Béchir a quitté l'Afrique du Sud pour rejoindre son pays, le Soudan, et ce, malgré un mandat d'arrêt pour génocide. Joseph Emmanuel. Il est retourné tranquillement chez lui sans être inquiété par la justice internationale. Le président soudanais était en Afrique du Sud pour le 25e sommet de l'Union africaine. Et déjà ce dimanche, Omar El Béchir prenait place pour la photo, tout sourire, comme si de rien n'était, au premier rang des chefs d'État africains. Il savait pourtant qu'un tribunal sud-africain venait d'enjoindre les autorités de Pretoria à ne pas l'autoriser à quitter le pays. Le juge qui avait interdit de sortie le président Béchir affirme que son propre gouvernement a enfreint la constitution du pays. L'homme est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide depuis Johannesburg, et juste avant que le président soudanais ne reparte, son ministre des Affaires étrangères prenait sa défense. Le président El-Béchir a défendu son peuple. Il n'a pas commis de crime. C'est du bavardage politique. Malgré l'interdiction de quitter le territoire, Omar El-Béchir a donc décollé ce lundi de Johannesburg sans attendre que la Cour ne rende son jugement. Un nouveau pied de nez venant souligner la faiblesse de la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud est pourtant signataire du traité de Rome, un traité qui entérine la création de cette Cour. Alors pourquoi Béchir s'est-il rendu en Afrique du Sud et pourquoi cette dernière ne l'a-t-elle pas arrêté? El-Béchir avait déjà refusé 2 invitations du pays, mais cette fois, les autorités sud-africaines lui ont fourni des assurances concrètes. Nous sommes ici comme hôtes du gouvernement sud-africain. Des assurances ont été données par ce gouvernement que chacun ici, à ce sommet, jouirait d'une immunité. Une position appuyée par l'Union africaine, férocement opposée à un procès d'El-Béchir à la Cour pénale internationale. Les chefs d'État du continent noir savent que ce procès pourrait mener certains d'entre eux devant les juges de La Haye. Président du Soudan depuis 1989, Omar El-Béchir a été réélu en avril avec près de 95% des voix. Il est ainsi devenu le premier chef d'État en exercice réélu sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Voilà, et au chapitre santé, l'évolution du coronavirus inquiète les autorités sud-coréennes. Bilan, près de 20 morts, et l'épidémie vient de faire également une victime en Europe de l'Est. Ariane Ménage. Les chiffres de la contamination s'alourdissent en Corée du Sud. L'épidémie touche le pays depuis la fin mai et la rapidité de la transmission crée une forte anxiété. Certains hôpitaux comme le centre médical Samsung de Séoul ont déclaré qu'ils n'accepteraient plus de nouveaux patients pour se concentrer exclusivement sur l'épidémie. Les Coréens portent en permanence des masques en papier sur le visage. À toutes les frontières du pays, on contrôle la température des passants. Comme l'épidémie est complexe et de grande ampleur, plus de cas de contamination doivent être anticipés. De même, l'habitude d'être visité à l'hôpital par beaucoup d'amis ou de familles a sans doute contribué à la propagation de l'infection. En plus des 150 personnes soignées dans les hôpitaux, pas moins de 5500 Coréens ont été placés en quarantaine, chez eux ou dans des centres médicaux. Les retombées économiques pour le pays sont catastrophiques. Les touristes ne viennent plus. À Séoul, les salles de cinéma, de spectacle, les terrains de sport se vident complètement. Pourtant, hier, les quelques 2000 écoles qui avaient fermé ont été réouvertes, ce qui provoque l'inquiétude de certains parents. Je suis un peu inquiète de la réouverture des classes, mais j'espère que nos enfants pourront profiter à nouveau de l'école dans un environnement sûr. Il n'existe pour le moment aucun vaccin ou traitement pour ce virus. La maladie se manifeste par de fortes fièvres, de la toux et des difficultés respiratoires. Elle présente un taux de mortalité d'environ 35%.
La question de l'avortement vient hanter une nouvelle fois un pays d'Amérique latine. Le ministre de la Santé du Paraguay s'est déclaré opposé à l'avortement d'une fillette de 10 ans à peine. Elle est tombée enceinte à la suite d'un viol par son beau-père. Betsabé, la petite fille devra donc garder son enfant. Oui, alors Asunción n'a que faire en fait des demandes de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, des demandes pour protéger la santé, l'intégrité aussi de la petite fille. C'est ce qu'on peut lire dans cette résolution. Dimanche, en fait, la réponse du ministère paraguayen des Affaires étrangères a été très claire. Le Paraguay a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la vie et la sécurité de la petite fille et du fœtus. C'est ce qu'on pouvait lire dans le communiqué. Bref, pas question de laisser Mainumbi mettre un terme à la grossesse qui a déjà 26 semaines. Et pourtant, les organisations humanitaires ont été nombreuses à tenter de faire pression. Sauf que voilà, eh bien, au Paraguay, la loi dispose que l'avortement n'est permis qu'en cas de danger mortel pour la maman et jusqu'à la 20e semaine de grossesse. Or, selon le ministère paraguayen de la Santé, eh bien, la fillette ne court pas de risque. Alors, pas de risque, ce n'est pas l'avis de tout le monde et notamment de la commission qui a suivi le dossier. La petite fille encourrait des complications. Petite fille qui vient à peine de fêter ses 11 ans, dont on précise au passage que le beau-père qui l'a violée donc a été arrêtée. Sa mère a été placée en détention, accusée de négligence. Bref, elle est hospitalisée mais un petit peu laissée à elle-même, sans compter que même si cette histoire a attiré l'attention du monde entier, eh bien, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais bel et bien d'un phénomène sur place au Paraguay. En effet, chaque jour sur place, 2 filles de 10 à 14 ans accouchent. D'ailleurs, un phénomène qui a attiré l'attention jusqu'à Strasbourg, où les députés européens ont exprimé leur forte préoccupation et demandé à la Commission de faire pression sur les États d'Amérique latine. Voilà pour cette affaire. Merci Betsabé. Et sachez pour finir l'ouverture hier du procès du match de handball truqué. Dans le box des accusés, Nicolas Karabatic, star du handball français, aux côtés de 15 autres joueurs devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Eh bien, les prévenus sont poursuivis pour escroquerie ou complicité d'escroquerie. Voilà, on se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu à suivre. La bière, ça fait grossir, ça réhydrate après le sport ou bien ça fait briller les cheveux. Alors que le soleil estival s'installe, que les places en terrasse se font chères et que les shops de bière se remplissent, eh bien qu'en est-il de ces fameuses idées reçues sur cette star de l'été? Réponse après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Éléonore Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous, ne bougez pas. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On prend tout de suite la direction de la Syrie avec cette avancée impressionnante des forces kurdes. Ils sont parvenus à chasser l'État islamique d'un de leurs fiefs, Tal Abyad, ville syrienne stratégique à la frontière avec la Turquie. Et des milliers de personnes ont fui justement vers la Turquie qui a ouvert momentanément sa frontière. Maxime Pérez. Nouvelle visite en Syrie pour Staffan de Mistura. Accueilli à l'hôtel Sheraton de Damas, l'émissaire spécial de l'ONU doit passer 3 jours dans la capitale syrienne. 3 jours pour informer les responsables du régime des consultations qu'il mène avec les autres belligérants du conflit. Sur ces images de la télévision d'État, le voici avec le chef de la diplomatie syrienne, Walid Moallem, un proche de Bachar el-Assad. Des pourparlers que Staffan de Mistura a entamés le 5 mai dernier à Genève. Ils doivent se poursuivre en juillet pour tenter d'apporter une solution politique après 4 ans de guerre civile. Cette nouvelle médiation onusienne intervient un peu plus d'1 semaine après une réunion de l'opposition syrienne au Caire. Ses représentants veulent désormais parler d'une seule et même voix afin de pouvoir enfin proposer une alternative crédible au pouvoir d'Assad. En attendant que les opposants au régime accordent leur violon, ce sont les forces kurdes qui gagnent du terrain au détriment de l'État islamique. Dans la province de Raqqa, près de la frontière turque, les combattants kurdes se sont emparés ces dernières heures de localités proches de la ville de Tal Abyad, chassant de leur position les djihadistes de Daesh. L'ouverture de ce nouveau front au nord de la Syrie est d'autant plus cruciale qu'il représente pour l'État islamique l'un de ses principaux points de passage pour ses armées combattants. Dans leur avancée,
Les Kurdes auraient reçu le soutien des avions de la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis. En l'espace de quelques semaines, ils auraient pris le contrôle d'une 50aine de villages. C'est la première fois que le fief de Daesh paraît sérieusement menacé. Les combats dans la province de Raqqa ont entraîné la fuite de dizaines de milliers de réfugiés syriens vers la Turquie. À l'arrière du champ de bataille, c'est aussi un nouveau drame humain qui se joue. Voilà, l'édition 2015 du Salon du Bourget a ouvert ses portes hier. Le plus important rendez-vous mondial de l'aéronautique, de la défense et de l'espace offre une occasion unique de découvrir une foison de nouveautés. Mais dès le premier jour, eh bien, les contrats se sont enchaînés. Visite guidée signée Elsa Mourgue. Vitrine de l'excellence française, c'est en ces termes élogieux que François Hollande a qualifié la 51e édition du Salon du Bourget. L'occasion pour le président de rappeler la bonne santé financière de l'industrie aéronautique française. C'est une filière qui permet à notre économie d'avoir à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires et plus de 20 à 25 milliards d'excédents commercial. Le plus grand événement de l'industrie aéronautique civile et militaire va être, comme à son habitude, le théâtre de négociations de gros contrats. Au Bourget, on chiffre en milliards d'euros. Plusieurs annonces ont déjà été faites ce lundi. Une véritable pluie de commandes pour un total d'au moins 20 milliards d'euros. Entre autres, l'avionneur franco-italien ATR a passé 81 commandes pour près de 1,8 milliard d'euros. Qatar Airways va acheter 14 longs courriers à Boeing, facture 4,5 milliards d'euros. Tandis que l'américain Capital Aviation a passé commande de 60 à 320 Neo, le moyen courrier d'Airbus, pour la coquette somme de 6 milliards d'euros. Et ce n'est qu'un début. Le Bourget, c'est aussi le ring du combat Boeing-Airbus. Les deux géants de l'aviation ont relevé leurs prévisions de croissance pour les 20 prochaines années. 4% pour Airbus contre 3,5% pour son concurrent américain. Une prévision de croissance pour Airbus que François Hollande a aussitôt traduit en création d'emplois. L'aéronautique a créé 10 000 emplois l'année dernière et nous avons encore l'espoir d'en créer presque autant dans l'année 2015. Lorsque nous annonçons des contrats, il y a souvent un temps assez long qui s'écoule entre le moment où il y a cette décision et le moment où il y a les créations d'emplois. Mais j'ai eu confirmation que nous aurons 2015, 2016, 2017 de nombreuses créations d'emplois grâce aux contrats qui ont été conclus. Lors de la précédente édition du Bourget, le total des contrats passés cumulait à 115 milliards d'euros de commandes pour l'ensemble de la filière. Record à battre. Mathias, que représente le Salon du Bourget ? Tout simplement, bonjour Barbara, le grand rendez-vous de l'aérospatiale, l'aéronautique, tant civile que militaire, et plus exactement militaire, comme l'a précisé le président français. François Hollande et les constructeurs se déchaînent pour passer des commandes. Elsa en a parlé il y a un instant dans ce sujet. On parle surtout d'une grande réussite pour Airbus cette année. 20 milliards de précommandes et surtout 13 milliards de dollars de commandes fermes, bien plus qu'Airbus, 4,8 milliards à peine. Et la tendance est sur la durée, puisque depuis 2013, Airbus est en train de devancer largement les ventes du géant américain Boeing, avec une nouveauté cette année, celle de Boeing, ce décollage assez impressionnant du Boeing 787 à la verticale. C'est une des premières fois que le géant américain s'y essaye et c'est une réussite, peut-être décollage de l'avenir. On le verra. À la verticale. À la verticale, complètement à la verticale. On a l'impression vraiment, les premiers témoins ont parlé d'un décollage à la Euro Disney. Oui, tout à fait. Donc on verra si c'est pour les sensations fortes, pour ceux qui aiment les sensations fortes, ou alors vraiment pour tout le monde. Mais c'est assez impressionnant. Regardez, c'est du jamais vu. Décollage à la verticale. On en a vu, bien évidemment, l'avion furtif F-35 est décollé à la verticale. Et là, pour le coup, c'est assez impressionnant dans la mesure où il faut une dextérité quand même incroyable de la part du pilote. Sauf pour les passagers aussi peut-être. Exact. L'accent particulier est mis cette année, Mathias, sur les nouvelles technologies. On en veut toujours plus. Toujours plus, et surtout le web pour tous, et non seulement pour le militaire, mais également pour les civils. Et là, le projet, c'est One for Web. C'est un projet mondial de Thales notamment, d'envoyer une centaine de satellites dans le monde, fabrication à la chaîne, 900 satellites en même temps, les
envoyer dans l'espace. Pourquoi? Parce que ça permettrait non seulement de réduire les coûts de production et surtout de rendre maximale la capacité de se connecter à Internet. On le sait, des pays souffrent de ce manque de disposition d'Internet, notamment dans le Maghreb. Et c'est l'objectif pour Thales, pour Aérospatiale, pour Airbus aussi, qui participent, de rendre accessible Internet à tous et pour tous. Mathias, pour finir, Israël tient une place de choix chaque année au Salon du Bourget. Est-ce qu'à Jérusalem, on craint le boycott? Je parlerai du passé. Tenez, une place de choix. Cette année, à peine 5 compagnies israéliennes y sont présentes. Le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, j'en ai eu la confirmation officielle hier, ne s'y rendra pas. Oui. Il enverra à peine son directeur de cabinet pour quelques heures, affront ou pas. On peut le regretter parce qu'Israël a toujours eu une place de choix. Et cette année, effectivement, je le disais ici sur ce plateau, la France n'était quasiment pas présente lors du dernier salon MISDEF de la défense et de la sécurité intérieure. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Est-ce que c'est un boomerang, un effet boomerang? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas eu la confirmation de la part des conseillers du ministre de la Défense, mais à force de crier au loup, il va falloir, à mon avis, vite ne pas se faire manger. Parce que Israël est pour l'instant mis de côté, on se met tout seul de côté, et c'est dommageable dans la mesure où Israël effectivement vend chaque année ses technologies de pointe. Merci Mathias. Direction l'Égypte à présent, où une exposition consacrée aux grandes femmes de ce monde fait polémique. La raison, le choix de mettre à l'honneur l'israélienne Golda Meir. Cyril, vous nous en dites plus. Oui, Barbara, vous vous en souvenez, il y a 15 jours, j'étais venu vous parler de Maged Farag, cet historien égyptien qui avait suscité la colère de ses compatriotes après s'être rendu en Israël et après s'être prononcé pour la normalisation des relations entre l'Égypte et l'État hébreu. Et bien, entre-temps, il faut croire que très peu d'eau a coulé sous les ponts du Nil, puisqu'une autre affaire qui concerne la relation israélo-égyptienne défie ces jours-ci défraie la chronique en Égypte. C'est la semaine dernière, dans le village pharaonique de Gizeh, c'est au Caire, un musée qui inaugure donc une exposition de photos, un hommage iconographique aux femmes qui ont joué un rôle déterminant dans leur pays. 70 dames triées sur le volet. Alors ça va de Margaret Thatcher à Suzanne Moubarak, la femme de Hosni Moubarak, en passant par Simone de Beauvoir, Indira Gandhi, la chanteuse égyptienne Kulthum et une certaine, vous l'avez dit, Golda Meir, la première ministre israélienne. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. Magnéto, Émilie. Et voilà, donc un mur sans Golda Meir. Ce qu'on entend, c'est vive l'Égypte en fin de vidéo. Pauvre Golda, méritait-elle de perdre sa place au panthéon égyptien, elle qui n'avait pourtant pas démérité. Elle était ministre des Affaires étrangères, ça a été la première ministre d'Israël. C'était la 3e femme seulement dans le monde à accéder à ce niveau de responsabilité. L'homme que l'on a vu décrocher le tableau sur cette vidéo, c'est autre que le conservateur du musée en personne, Abdel Salam Raghed. Et dans les colonnes du journal de référence égyptien Al-Aram, eh bien, il a reconnu que son choix avait été une erreur. Notre message était de valoriser le rôle des femmes et non de normaliser les relations avec Israël. Cette réaction, elle est plus virulente et c'est celle de l'écrivain égyptien Youssouf Al-Kaïd qui a été très virulent, lui, dans les colonnes du journal. Il a demandé à l'Union des avocats égyptiens de poursuivre les dirigeants du musée. Un crime contre la patrie. Golda Meir est la femme la plus dangereuse qu'ait connue Israël. C'était une extrémiste anti-arabe. Les organisateurs ont commis un crime contre la patrie. Voilà donc la relation israélo-égyptienne momifiée pour encore un bout de temps. Merci beaucoup Cyril. Voilà l'histoire qui continue d'agir les relations entre les deux pays. Direction l'Arabie Saoudite après l'Égypte. L'Arabie Saoudite qui a ouvert hier sa bourse aux investisseurs étrangers. Preuve supplémentaire des ambitions de cette pétromonarchie de devenir une place forte mondiale dans le monde de la finance. Reportage signé Elsa Mourgue.
Un signe d'ouverture qui peut rapporter très gros, peut-être même des dizaines de milliards de dollars. En ouvrant sa bourse aux investisseurs étrangers, l'Arabie Saoudite affirme ses ambitions. Être une place forte du pétrole ne suffit plus au royaume qui veut désormais peser sur la finance. Jusqu'à présent, seuls les pays membres du Conseil de coopération du Golfe étaient autorisés à acheter ou vendre sur le marché saoudien. La libéralisation de la bourse saoudienne devrait faire augmenter son indice boursier, le TASI. À court terme, nous pourrions voir durant les premières semaine une augmentation de l'indice du marché, ce qui serait psychologique plutôt que dû à des facteurs fondamentaux. Avec le temps, nous attendons que les décisions d'investissement institutionnelles soient de meilleure qualité, ce qui, nous le pensons, améliorerait la gouvernance des entreprises ainsi que le marché. Pour autant, les experts restent prudents et ne s'attendent pas à une arrivée massive d'investisseurs étrangers, car l'Arabie Saoudite contrôle étroitement l'entrée en bourse. Critère d'adhésion, entre autres, avoir une présence dans le pays et gérer au moins 4,5 milliards d'euros. Les effets de l'ouverture ne seront pas fulgurants, mais le long terme est prometteur. L'effet à long terme qui, nous le pensons, sera de longue durée et avec un large effet, sera quand l'indice saoudien rejoindra les index des marchés émergents. Nous pensons que nous verrons alors un flux d'investissement dans le marché boursier saoudien, étant donné que la TASI sera contrôlée par des gestionnaires boursiers dans le monde entier. Pour certains analystes, la libéralisation de la bourse saoudienne pourrait voir l'arrivée de capitaux étrangers à hauteur de 40 à 50 milliards de dollars. Une aubaine pour le royaume très affecté par la chute des cours du pétrole ces derniers mois, alors que les revenus de l'or noir représentent 90% des revenus publics de l'Arabie Saoudite, qui tente plus que jamais de s'ouvrir sur le monde. Autre chose à présent, cette question, vous avez soif, l'été venant, l'envie de bière fraîche vous envahit peut-être, bon il est un peu tôt, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur ce breuvage bourré, c'est le cas de le dire, de qualité. Et oui, alors accusé de faire gonfler le ventre, d'être calorique, eh bien en fait la bière n'est peut-être pas votre pire ennemi. Elle est d'ailleurs moins calorique que le vin. Comment ça se fait? Eh bien elle contient 90 à 95% d'eau, des céréales, des glucides, des sels minéraux, des vitamines même et de l'alcool. Alors cette sorte d'eau nutritive a même des qualités et oui, elle nous rassasie. En fait, quand vous buvez de la bière en mangeant, eh bien vous mangez moins. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors pour les jeunes mamans, la bière, on recommande ici celle sans alcool, bien sûr, et bien favoriserait votre production de lait houblonné et peu sucré. Certaines bières désaltèrent. C'est ce qu'explique une zytologue dans le Figaro, madame. Regardez. Et puis attention, après le sport même, peu alcoolisé, elle réhydraterait même plus vite que l'eau. Alors la bière fait aussi briller et renforce les cheveux, mesdames et messieurs, pourquoi pas, n'est-ce pas Cyril? Mais avant de vous plonger la frange dans votre pinte de bière, sachez qu'on parle ici de bière non filtrée et refermentée avec des levures. Alors en moins sexy mais non moins intéressant, la bière favorise le sommeil, renforcerait les os. Enfin, elle est bonne pour les reins, on va voir dans un instant pourquoi. Plein de bonnes nouvelles donc, même si la bière n'a pas attendu les études scientifiques pour être populaire, Barbara. Que des qualités. La bière qui a d'ailleurs toujours inspiré les publicitaires. Voilà, avec toujours ce ton bonne rigolade entre potes. Regardez comme ce spot Heineken diffusé en 2010. Voilà, alors ça, c'est le genre de show que les hommes aiment regarder, qui les fait triper apparemment. Heineken connu pour ses bières. Les bières qui ont inspiré aussi, toujours donc les marques de bière inspirées par ces hommes un peu lourdeaux quand même. Amstel, connu pour ses spots publicitaires drôles aussi, avec toujours ce côté un peu lourdeau. Regardez, à tout de suite ce spot d'Amstel qui m'a plu. Amstel begrijpt dat mannen niet altijd even romantisch zijn. En dat vinden we jammer. Voor jullie. Daarom, dames. Alors d'ailleurs, Métro News, en parlant d'uriner, s'est pertinemment demandé il y a quelques jours pourquoi la bière donne-t-elle tant envie d'uriner. Alors Métro News s'est posé la question. Alors faites le test. Buvez 3 verres d'eau et 3 verres de bière. Et bien la seconde tournée vous fera uriner bien plus vite. Pourquoi? Parce que le houblon stimule les reins. Bref, c'est QFD. La bière est un excellent diurétique. Puis alors vous avez même des applications pour la bière. En mai, une start-up belge, j'ai pensé à vous Barbara, a présenté Beer Me qui permet de connaître son taux d'alcool
l'alcoolémie en temps réel. Oui, non, c'était pas pour la bière. L'idée, c'était de sensibiliser les jeunes à la consommation d'alcool. Et puis pour ceux qui sont vraiment en manque, vous avez pour remplir votre smartphone de bière e-bière. On se retrouve juste après un nouveau journal avec Eleanor Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. C'est l'affaire qui secoue Israël depuis plusieurs jours. Les artistes et intellectuels du pays montent au créneau contre le gouvernement. Et la nouvelle ministre de la Culture, Miri Regev, ancienne porte-parole de l'armée, elle annonce la fin des subventions pour les œuvres anti-patriotiques. Alors plus qu'un simple litige, cette bataille est devenue celle de la gauche contre la droite, de l'Israël d'en bas contre l'Israël d'en haut. Rappel des faits, Julien Baloul, et on en parle juste après. C'est le scandale politico-culturel de cette semaine en Israël. Rappelant les 30 sièges obtenus par son parti, le Likoud, aux dernières élections et ainsi la légitimité pour agir, la ministre de la Culture a décidé de ne plus financer les spectacles qui délégitiment l'existence d'Israël ou les artistes qui refusent de se produire en Cisjordanie. Rapidement, une pétition intitulée « Les artistes refusent de se taire » est lancée sur Internet et recueille près de 4000 signatures. Le lendemain, des centaines de personnes issues du monde des arts se sont réunies pour une conférence qualifiée d'urgente contre les choix de la star du Likoud. Mais le rassemblement ne se passe pas sans incident. Au-delà des désaccords entre artistes, l'acteur Oded Kolter attire l'attention des médias en s'en prenant aux électeurs du Likoud. Rien ne dérange la nation qui, derrière ses 30 mandats de députés, marche comme un troupeau de bestiaux. Sur Facebook, des figures du parti travailliste comme Shelly Yechimovic ont été parmi les premières à condamner les propos, affirmant que celui qui qualifie les 985 408 électeurs du Likoud de bétail était lui-même un animal. Un message Facebook soutenu en 12 heures par plus de 20 000 internautes. En attendant, la polémique persiste en Israël. L'État doit-il ou non financer des œuvres qui nuisent au pays? Miri Regev affirme sa détermination, sa prochaine cible. Un film qui raconte la vie d'Yigal Amir, fanatique juif qui a assassiné le Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995 et dont elle refuse la projection au Festival de Jérusalem. Son collègue Naftali Bennett la soutient dans sa démarche et y a lui-même interdit la représentation dans une école d'un spectacle écrit par un terroriste palestinien. Rien ne va plus donc entre les artistes et la ministre qui est censée les représenter. Comment en est-on arrivé là? C'est un peu deux caricatures en fait. Parce que Miri Regev est la caricature d'elle-même dans cette histoire lorsqu'elle dit que l'État n'a pas à financer la culture. La culture, c'est donner du pain et des jeux au peuple. C'est moi qui décide des subventions. Nous avons eu 30 mandats, nous le Likoud, et vous, 20. Vous qui? Vous les artistes, vous la gauche. Donc c'est très ambigu, c'est très maladroit. C'est Miri Regev dans ses pires moments, on pourrait dire. Il faut rappeler que c'est une personnalité très, très controversée. On ne va pas rappeler ces déclarations qui ont fait scandale, notamment sur les travailleurs étrangers. Mais de l'autre côté, on a aussi affaire à des propos tout à fait caricaturaux avec Oded Kolter qui donc parle du troupeau derrière les 30 mandats du Likoud. Les justifications de Kolter lui-même sont tout à fait maladroites parce qu'il a tenté de se justifier. Il a dit qu'il ne visait pas l'électorat du Likoud, mais le peuple dans sa totalité. Lui-même, Oded Kolter fait partie de ce troupeau. Bon, ça n'a pas vraiment convaincu les esprits en Israël. On a vraiment l'impression qu'on n'a pas de nuances, mais des caricatures. Alors pourtant, ce n'est pas la première fois que des artistes et des intellectuels israéliens s'expriment d'une manière aussi méprisante envers les électeurs de droite du Likoud. Effectivement, dernier exemple en date, un petit florilège, j'aime bien évidemment les propos tenus par l'artiste écrivain Yair Gerboz devant les partisans de la gauche israélienne, quelques temps, une dizaine de jours avant les élections. Accusé d'avoir fait basculer l'élection même. Alors on va revoir ce qu'il a dit. On nous a dit que ceux qui crient mort aux Arabes ne sont qu'une poignée, que les voleurs qui perçoivent des pots de vin, les corrompus, les embrasseurs d'amulettes, les idolâtres, ceux qui se prosternent sur les tombes des saints, en gros les religieux, les traditionnalistes, l'électorat de la droite israélienne, assimilés, il continue Gerboz, à ceux qui harcèlent sexuellement, aux violeurs, tous ne seraient qu'une poignée, a continué Gerboz. Alors comment se fait-il que cette poignée nous dirige, qu'elle soit devenue la majorité? Autre exemple, quelque temps après les élections, l'actrice Anat Waxman, on va voir ses propos s'afficher également à l'écran. Ceux qui hurlent « seulement Bibi », il leur dit les Arabes, et aussitôt ils sortent de leur trou. Vous voyez le niveau de l'argument, Barbara. Il n'y a pas à qui parler, ce sont d'autres peuples. Je regrette.
troisième exemple, peut-être le plus dur, sur la page Facebook de l'écrivaine Alona Kimri, d'ailleurs ça a été effacé très rapidement, au lendemain du scrutin, chaque peuple a le pouvoir qu'il mérite, vive l'idiotie, la méchanceté et la fausse confiance, buvez du cyanure néandertalien. Il y a même un terme que je n'ai pas retranscrit parce qu'il était trop vulgaire. Vous avez gagné. Vous avez gagné, seule la mort vous sauvera de vous-même. Ce compte, bien évidemment, a été effacé très rapidement. Voilà, situation délicate. En tout cas, merci beaucoup, Dror. Et puis, à l'heure où Israël craint une vague de boycott sans précédent, eh bien, écoutez, cette histoire de discrimination d'étudiants israéliens à Paris, elle est révélée par nos collègues de Libération. Les faits remontent au mois de mai. Un groupe d'étudiants en histoire de l'art de l'université de Tel Aviv se voit refuser des visites au Louvre et à la Sainte-Chapelle. Leurs professeurs, spécialistes de la Renaissance italienne, troublés par ces refus, décident de tenter un testing. Quelques jours plus tard, ils formulent donc de nouveaux souhaits de réservation sous le nom d'universités fictives d'Italie et d'Abu Dhabi. Et là, il reçoit très rapidement des réponses positives. Il décide ensuite d'en référer à François Heilbronn, président des Amis français de l'université de Tel Aviv et professeur à Sciences Po. Bonjour à François Heilbronn, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez depuis monté un dossier et alerté le parquet de Paris. Dites-en-nous quelques mots. Tout à fait. En fait, nous n'avons pas alerté le parquet de Paris. C'est le préfet de la région Île-de-France qui, informé de ce dossier, a saisi le parquet. Et c'est une saisie d'une institution qui représente la police et qui saisit la justice de la France, et ce qui est une bonne chose. Nous, ce que nous avons fait dès que le professeur Handler m'a alerté du soupçon de discrimination qu'il avait à l'égard du Louvre et de la Sainte-Chapelle, puisque, comme vous l'avez expliqué, il a fait ce qu'on appelle un testing. Quand il a eu des refus pour Tel Aviv, il a fait des demandes pour 2 autres collèges fictifs et il a eu des réponses positives. Ce que nous avons essayé de faire ensemble, c'était de passer par la voie institutionnelle dans un premier temps. Et donc, nous avons écrit au président du Louvre, au président des monuments nationaux, dont dépend la Sainte-Chapelle, et au ministre de la Culture. Je dois vous dire que les réactions, d'ailleurs, des 2 présidents de ces institutions ont été très bonnes. Ils ont compris tout de suite la gravité de cette affaire. Ils ont tout de suite diligenté des enquêtes internes qui ont montré du côté du Louvre que c'était peut-être une erreur informatique, sauf s'il y a eu une intervention humaine, mais peut-être une erreur informatique. Et du côté de la Sainte-Chapelle, il y a eu une personne qui a dit non à Tel Aviv, mais oui à Abu Dhabi. Et cette personne se protège en disant que c'était une erreur de planning, de planogramme. Elle n'avait pas vu que les créneaux qu'elle avait donnés à Abu Dhabi avaient été refusés à Tel Aviv. Et donc se cache derrière une erreur humaine. Alors, François Heilbronn, oui. Après l'affaire Orange, Israël craint une vague de boycott sans précédent issu non pas des États, mais des sociétés civiles, que ce soit dans le domaine académique, sportif ou culturel. Est-ce que ces craintes sont, d'après vous, justifiées pour la France? Alors, pour la France, c'est un cas un peu différent, justement, par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis, parce qu'en France, il y a des lois très strictes et très dures qui condamnent le boycott et qui condamnent la discrimination. Le boycott et la discrimination étant 2 choses, d'ailleurs, d'ordre différent. Dans le cas d'Orange, c'était effectivement les premières déclarations de Stéphane Richard laissaient penser que c'était une tentative de boycott. Il s'en est expliqué, d'ailleurs, sur votre antenne et puis dans pas mal de journaux de manière très claire. Et c'est apparemment vraiment une maladresse. Et je dirais que ce qu'il a déclaré sur Israël, les liens d'Orange avec Israël, en tous les cas, moi, m'ont rassuré. Par contre, en ce qui concerne la discrimination en droit français est un délit puni pénalement, d'ailleurs, qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Et quand c'est un délit puni par une institution publique, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Et ça couvre les discriminations contre des religions, des ethnies ou des nationalités. Donc si en France, une institution culturelle, universitaire, rejette un étudiant, un professeur ou un simple citoyen du simple fait qu'il est israélien ou même de toute autre nationalité, cela tombe sous le coup de la loi. Ce qui n'est pas vraiment le cas des États-Unis ou de l'Angleterre, où je dirais que les mouvements sont encore plus violents qu'en France. Et en France, ils ont été assez circonscrits. Alors évidemment, il y a des mouvements actifs en France, qu'on connaît tous, comme BDS, comme l'extrême gauche, notamment avec le NPA, comme avec des organisations dont le CAGIPO, qui sont des organisations antisionistes véhémentes, qui font appel au boycott, qui font appel à la discrimination.
mais qui pour la plupart d'ailleurs sont poursuivis par la justice. Voilà, qui tombent sous le coup de la loi. Nous espérons condamner sévèrement d'ailleurs. Merci beaucoup François Helbrand d'avoir été avec nous. Et toujours concernant le conflit israélo-palestinien, vous le savez peut-être, le partage de l'eau est un moteur de paix dans la région. Israéliens, Palestiniens et Jordaniens ont signé il y a plusieurs années déjà un accord historique pour partager en bonne intelligence cette ressource rare. Et pour la première fois, réunis à Amman, ils ont présenté un plan commun d'action. Reportage sur place, Maël Benoliel. Palestiniens, Jordaniens et Israéliens assis côte à côte, réunis pour un avenir meilleur. Un avenir qui passerait par le développement durable de la vallée du Jourdain, avec sa rivière du lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte. Concilier l'environnement, l'économie et le social, tel est le plan proposé par Ecopeace Middle East, une organisation non gouvernementale trinationale dirigée conjointement par ces trois hommes. Un plan dans lequel l'eau et son partage sont au cœur de ce projet. La vision de ce plan est de transformer la rivière du Jourdain, faire de ce fleuve abandonné une source d'eau saine et polyvalente qui permettra à ce dernier de couler à nouveau. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cette source pour son eau potable, mais aussi pour développer le tourisme, l'agriculture et le commerce. Cela encouragera l'emploi et l'économie, c'est vital pour apporter de la stabilité dans la région et satisfaire aussi les besoins sécuritaires tant pour les Israéliens que les Palestiniens et les Jordaniens. 127 interventions spécifiques ont été identifiées et seront nécessaires à la réhabilitation de cette région. Une région stratégique pourtant laissée à l'abandon selon cette ONG. L'écologie ne connaît pas de frontières. Tous les pays doivent unir leurs forces car nous sommes en train de perdre le Jourdain. Nous devons coopérer et pour une fois ne pas mêler la politique à cela. Autrement, nous ressortirons tous perdants. Un plan global où l'écologie a un rôle majeur et dans lequel tout le monde est gagnant. Nous sommes trois pays, nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. Nous devons vivre les uns avec les autres et régler nos problèmes pour le bien de nos peuples. On ne peut vivre librement si le peuple a soif, cette région a soif. La politique n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas la politique qui réglera les problèmes de cette région. Mettre fin à la surexploitation de la mer Morte par les usines de production de sel israéliennes et jordaniennes fait aussi partie du projet proposé par Ecopeace. Car le niveau de l'eau descend chaque année de façon inquiétante, plus d'1 mètre par an en moyenne. Un véritable risque écologique, économique et géostratégique pour la région. Il est l'heure de jeter un coup d'œil aux grands titres des journaux du Moyen-Orient. Ce matin, Cyril, on démarre par la presse palestinienne et arabe qui annonce une possible trêve entre Israël et le Hamas. Et oui, un an après la guerre de Gaza, Barbara, Israël et le Hamas sont-ils sur le point de signer un accord de trêve? Eh bien, en tout cas, on a toutes les raisons de le croire ce matin en feuilletant les pages du journal Al-Quds Al-Arabi, le quotidien pan-arabe qui paraît à Londres, nous livre ce matin quelques indiscrétions sur les tractations indirectes entre le mouvement islamiste palestinien et l'État hébreu. On apprend notamment que Moussa Abou Marzouk, c'est un membre du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, s'est envolé samedi pour Doha avec la bénédiction des autorités égyptiennes qui l'ont laissé passer par le passage frontalier de Rafah. Il s'est envolé pour Doha au Qatar donc pour mettre une dernière main à un accord de trêve avec Israël sous les auspices du Qatar. Alors à la médiation, on retrouve Nikolai Mledov, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères bulgare. Il est aujourd'hui envoyé spécial de l'ONU pour le Proche-Orient et selon les termes de cet accord qui se trame, eh bien Israël, Barbara, accepterait la construction d'un port flottant dans la bande de Gaza en contrepartie, sous supervision israélienne évidemment, il faut le préciser. En contrepartie, l'organisation islamiste palestinienne s'engagerait, elle, à cesser les hostilités pour une période de 5 ans. Port flottant, oui. Aéroport, non, nous dit le Energy ce matin, parce qu'Israël s'y oppose farouchement. Et puis, cette analyse du site d'information palestinien Dounia Al-Watan qui nous explique que le Hamas et Israël souhaitent parvenir à un accord de trêve. Pourquoi? Parce qu'ils redoutent tous les deux la montée en puissance dans les rues de Gaza des cellules salafistes identifiées à Daesh. C'est la même qui, cette semaine, ont défié le pouvoir du Hamas en tirant des roquettes sur Israël. Voilà, affaire
à suivre. Et puis un journal israélien nous apprend ce matin la visite prochaine de Netanyahou à Washington. Ouais, c'est une info publiée ce matin en exclusivité par le Yediot Aharonot, le quotidien populaire israélien. Une rencontre prévue pour la mi-juillet, nous dit le journal, soit une toute petite quinzaine de jours après le sommet de Lausanne, où les grandes puissances, vous le savez, vont sans doute signer un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Alors on le sait, l'atmosphère entre Barack Obama et Netanyahou est très tendue. Toutefois, le président américain va tenter de convaincre Netanyahou que finalement cet accord avec l'Iran n'est pas si mauvais que ça pour l'État juif. Netanyahou, de son côté, lui devrait demander, exiger même une compensation pour cet accord, en l'espèce une aide militaire supplémentaire pour conforter la supériorité militaire de l'État hébreu face à ces nouvelles menaces. Voilà, et puis on en a parlé, cette affaire qui oppose le monde culturel au gouvernement continue de faire les gros titres ce matin. Oui, avec un film qui s'appelle Beyond the Fear, derrière la peur ou au-delà de la peur. C'est un film documentaire qui est à l'affiche ou qui sera à l'affiche au mois de juillet au Festival international du film de Jérusalem qui doit débuter donc cet été. Un documentaire qui présente un regard intime sur la vie d'Yigal Amir, l'assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin. La ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev, qui a été vivement, on en a parlé, critiquée ces derniers jours pour avoir menacé de retirer le financement de son ministère pour des projets jugés anti-israéliens, eh bien elle a déclaré aux médias qu'elle estimait ou qu'elle envisageait de retirer le financement de son ministère pour le Festival international du film de Jérusalem. Voilà donc la culture et la politique qui ne font pas toujours bon ménage en Israël. Merci Cyril. À suivre après un nouveau journal, les jolies colonies de vacances. On est bien loin de Pierre Perret. L'écolo, c'est le nouvel atout sur un CV, spécialité cinéma, planche à voile, voyage linguistique ou humanitaire, des qualités développées que les recruteurs recherchent désespérément. Voilà, ce sera juste après un nouveau point sur l'actu avec Eleonore Veil. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous ce matin. On ouvre une page cinéma avec tout d'abord la sortie en Israël du Labyrinthe du silence. Quelques mauvaises critiques mais un succès commercial. Alors qu'en pensent les Israéliens? Le film a été présenté en présence de toute l'équipe. Reportage Shahar Peled avec Sandy Fortis. C'est une sortie ciné un peu particulière qui a eu lieu la semaine dernière en Israël, celle du Labyrinthe du silence, le film de l'Allemand Giulio Ricciarelli consacré au fameux procès d'Auschwitz. Plusieurs séances publiques ont eu lieu en présence du réalisateur du film et de son jeune acteur. L'accueil a été plus que positif. Ce premier long métrage, sorti un peu partout dans le monde, a donc bien évidemment pris une résonance très particulière en Israël. C'est un public ému, parfois bouleversé, qui a salué le courage du réalisateur et la performance de son acteur, le jeune Alexandre Ferling, qui incarne l'avocat Landman dans le film. Leurs échanges ont été intenses et soutenus. Le Labyrinthe du silence est une fiction très démonstrative, mais qui met en avant le rôle du procureur Fritz Bauer et la jeune équipe dont cet homme de loi s'était entouré en 1958 à Francfort pour ce qui allait être le premier procès de l'Allemagne contre elle-même. Un procès moins connu que celui d'Eichmann ou de Nuremberg, initié par un Allemand, un procureur homosexuel aux origines juives qui ne voulait surtout pas céder le terrain de la justice à celui de la vengeance. Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle. Alle, die dort gedient haben. Très ému et anxieux à l'idée de montrer son film au public israélien, Giulio Ricciarelli et son acteur ont souhaité se rendre le lendemain des projections à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, une visite qu'ils ont voulu accomplir seuls et sans caméra. Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ja, genau das will ich. Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Alors que de nouveaux films sur la Shoah ont récemment été récompensés, comme Ida, Oscar du meilleur film étranger, et Le Fils de Saul, Grand Prix du dernier Festival de Cannes, le Labyrinthe du silence, lui, redonne l'histoire aux Allemands et via Fritz Bauer, permet à l'Allemagne de se réapproprier son combat pour la justice et d'assumer un face-à-face avec ses propres blessures. Quand vous zappez entre les différentes chaînes de télé allemandes, vous trouvez forcément un programme qui parle de la Shoah. Mais ce que nous appelons aujourd'hui se réconcilier avec notre histoire, ça a pris beaucoup de temps et c'est notre approche. Et c'est vrai que pour ceux qui ont vu le film, ce qui frappe le plus, c'est cette stupéfiante Allemagne qui, en 1958, ne savait pas.
Ce thème s'est un peu essoufflé, tout le monde dit qu'il sait tout sur cette histoire. Mais j'ai changé d'avis en tournant ce film. Je me suis rendu compte que cette confrontation aurait pu ne pas avoir lieu. Accueil plus que positif et expérience très émouvante pour le public israélien, tout particulièrement pour les deuxième et troisième générations de survivants de la Shoah. Il y a tellement de films sur la Shoah, mais celui-ci raconte surtout comment l'Allemagne elle-même a réagi après la Shoah. En mettant ce passage oublié de l'histoire allemande sous les feux des projecteurs, Ricciarelli espère, tout comme Bauer l'avait fait avant lui, enseigner aux jeunes les crimes du passé. Des Allemands faisant un procès aux Allemands, c'était ça le plus important. Et pas seulement pour l'Allemagne, pour toute l'humanité. C'était un moment mémorable de l'histoire. Voilà, 3 infos ciné à présent à ne pas rater avec vous, très chère Laetitia. Et on commence par Valley of Love. Ça sort demain, c'est le dernier de Depardieu. Et à cette occasion, l'acteur qu'on aime détester s'exprime un peu partout. C'est tout à fait. Voilà, alors il est réuni à l'écran avec Isabelle Huppert, avec qui il n'avait pas joué depuis 25 ans. Il tourne donc dans Valley of Love. C'est un film de Guillaume Niclou. Les deux acteurs dans ce film forment un couple séparé depuis longtemps et qui va finalement se réunir le temps d'un projet assez extravagant. Ils vont répondre à une invitation de leur fils, seulement ils la reçoivent après le suicide de ce dernier. On regarde ça en images tout de suite. Oh putain, la chaleur. T'as l'air en forme? Je suis grossi. Si tu te sens bien comme ça. Non, veux-tu que je me sente bien comme ça? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? T'étais beau. Je suis Michael, c'est moi, ton fils. Je suis l'enfant que tu as mis au monde. Et je suis mort. Je suis mort et toi, tu es vivante. Je me suis donné la mort, c'était prévu. Et je vais revenir, je te demande d'être présent dans la vallée de la mort le 12 novembre 2014. Tous les deux, oui, tu as bien lu, toi et papa. Tu pourras croire à une mauvaise blague, mais je te jure que c'est la vérité. Il y a un planning des endroits où vous devez aller, le jour précis et les horaires. Et 14h04. Il ne viendra plus. Arrête-toi, arrête-toi. Notre fils te demande de faire cette chose pour lui. Tu es là pour lui. Tu vas faire ce qu'il te demande. Elle vient d'où cette chemise? Tu trouves que ça fait beau, c'est ça? Un peu. Je t'ai giflé une fois, tu te souviens? Tu vas confondre. Je crois pas, non. Voilà, Valley of Love, ça sort demain pour ce duo réuni. On parle également des titans. Voilà, exactement. Allez, on parle également ce matin de ce record de tous les temps pour Jurassic World. Tout à fait, un des autres titans, des dinosaures cette fois-ci. Ouais. Record de tous les temps puisque c'est le plus gros démarrage de tous les temps aux États-Unis. Les Avengers sont finalement tombés. Selon les chiffres définitifs, Jurassic World aurait rapporté, écoutez ça, 209 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation américain, soit le plus gros démarrage de l'histoire. 209 millions de dollars de bénéfices en un week-end. Quand on sait que le film a coûté 150 millions, autant dire qu'ils ont déjà tout récupéré de ce qu'ils avaient dépensé, même avec un petit peu plus. Seulement en un week-end, ce sont des chiffres évidemment spectaculaires, bien au-dessus des prédictions des analystes qui tablaient sur 125 à 135 millions en 3 jours. Voilà, et on termine par cette bande-annonce révélée du biopic sur Lance Armstrong. Ça donne envie de découvrir un film qui s'annonce assez passionnant. Voilà, ça s'appelle The Programme, réalisé par Stéphane Friers. Alors on suit la vie du cycliste texan. On va regarder ça tout de suite en image, on en reparle juste ensuite. Il y a en chacun de nous quelque chose de plus fort, de plus puissant que n'importe quelle drogue. Ça s'appelle la volonté de survivre. Qu'est-ce que vous aimez dans la course? J'aime juste faire du vélo. Nous n'étions plus cloués au sol. Nous avions appris à voler. C'est un autre homme. Il a survécu au cancer et il s'est transformé en Superman. Pourquoi ça t'obsède à ce point? Et toi, pourquoi ça t'obsède pas, hein? Il
gagne, on le couvre d'honneur, il est reçu par le président, les sponsors se bousculent, l'argent et la gloire coulent à flot, mais c'est un tricheur. Voilà, incroyable ressemblance, vous l'avez vu, entre l'acteur et le cycliste, l'acteur Ben Foster, qu'on connaît notamment pour Six Feet Under. Ça s'annonce donc, comme vous l'avez dit, comme un film fascinant sur un homme complexe qui va nous montrer finalement la confrontation entre le menteur et l'homme qui combat son mensonge. Alors on le sait, Lance Armstrong s'était exprimé face aux caméras, s'était exclu, avait avoué, c'était face à Oprah Winfrey en 2013. Là, le réalisateur britannique revient vraiment sur tous les aspects de la vie de Lance Armstrong, pas seulement les histoires de dopage, mais aussi sa réussite et ces trophées qui lui ont été enlevés finalement. Cette chute, voilà. Voilà, merci beaucoup. L'été approche et les conseils pour protéger sa peau se multiplient, mais vous ne connaissez peut-être pas ce bikini connecté. Votre maillot de bain vous dira quand remettre de la crème solaire pour éviter les coups de soleil. Regardez. On connaissait déjà la montre, mais cet été sur la plage, vous pourriez bien voir arriver le bikini connecté. Un petit boîtier intelligent accroché au maillot de bain permet de mesurer le rayonnement ultraviolet et transmet immédiatement les informations à votre smartphone. L'application enregistre vos habitudes de bronzage, votre type de peau. Le capteur fonctionne évidemment dans l'eau et lorsque vous bronzez à plat ventre, il suffit de le clipser sur la serviette. En sécurité, dans toutes les situations. Il faut qu'on se protège, on n'arrête pas de faire de la pub contre le cancer de la peau, il faut lutter. C'est vrai que maintenant, pour moi, c'est une chose vraiment importante. Ce circuit imprimé condensé de technologie peut fonctionner 60 jours en continu. Les bikinis sont fabriqués sur mesure, ici, dans l'atelier de la start-up alsacienne à Mulhouse, et se vendent exclusivement sur Internet à partir de 149 €. Les inventeurs travaillent à toutes sortes de développements. Acheter sa crème ou des jeux de plage via l'application, géolocaliser ses enfants et même faire des rencontres. On pourrait avoir une idée un petit peu dingue d'imaginer des célibataires qui portent ce maillot-là, où les personnes, au moment de remettre la crème, informent au hasard de la foule pour pouvoir permettre de faciliter les rencontres avec des personnes qui joueraient le jeu. Mais avant de trouver votre amour de vacances, le premier bikini connecté Made in France s'attelle pour l'instant seulement à protéger votre peau. Voilà, et c'est bientôt les vacances. On passe donc des maillots de bain aux colos. Les colos, c'est le nouvel atout sur un CV, spécialité cinéma, stage de planche à voile, voyage linguistique ou humanitaire, des qualités développées que les recruteurs recherchent désespérément. Rudy, à ne pas manquer cette étape dans la vie de votre enfant. Absolument. Alors, je ne sais pas où, Laetitia, Barbara, vous avez passé vos étés d'adolescente. En colo. En colo. Eh bien, ouais. Si c'était en colo, alors dans la mémoire collective, la colo, ça ressemblait à peu près à ça. Oh, celle-là non plus, vous la connaissez pas? Mais si. Non, mais à part toi, Timothy, personne la connaît? Ah, mais c'est nul, c'est naze, c'est de la merde. Je te suggérerais, mon cher Daniel, un bon petit moustaki, ma liberté en dos, s'il te plaît. En dos? Mais ta gueule! Mais quel péclo celui-là! Eh, oh, ça va, Youssef, hein, maintenant tu parles autrement. Eh, t'as pas des trucs un peu plus modernes dans ton répertoire? Je sais pas, moi, des chanteurs vivants au moins. Je te remercie, chérie, mais Moussaki se porte très bien. C'est vrai, tu sais pas jouer de la guitare! C'est vrai, c'est à peu près ça. Oui, alors la colo, c'est toujours ces feux de camp, ces premières histoires d'amour, ces blagues potaches, mais une très bonne enquête de Madame Figaro nous révèle que la colo, en 20 ans, a énormément évolué, elle a bien changé. Alors on part plus forcément en colo, on part désormais en colo à thème. Et de nombreuses sociétés ou associations se sont spécialisées donc dans ces colos à thème. Par exemple, si votre enfant aime la musique, direction les colos musicales. S'il aime la mode ou si elle aime la mode, direction une colo fashion où le but sera de créer des vêtements et de terminer la quinzaine avec un vrai défilé de professionnels. Autre exemple, le théâtre ou encore le cinéma où la colo va se terminer par la projection comme des professionnels avec un tapis rouge du film qui aura été fabriqué pendant la colo. Alors ce sont des colos qui surfent sur les passions des jeunes, mais ce sont surtout des écoles de la vie qui développent des qualités qui tombent en désuétude à l'heure des smartphones en 2015, car on y apprend surtout des valeurs qu'on a oubliées comme la vie en groupe et surtout l'enfant est éloigné des écrans pendant 15 jours et ça c'est quelque chose qui fait du bien aujourd'hui. Des valeurs qui sont d'ailleurs de plus en plus recherchées sur les CV. Oui, alors cela compte de plus en plus. En classe,
si vous avez fait par exemple une colo humanitaire dans laquelle vous êtes allé à la rencontre des autres pour aider les autres, eh bien vous serez regardé par les recruteurs comme une personne justement tournée vers les autres. Donc qualité sur votre CV. Donc désormais on met ce genre de choses sur les CV. Mais il y a mieux, il existe de plus en plus de colos dont le thème est carrément le leadership. Le leadership, c'est-à-dire qu'on apprend à diriger les autres, on apprend à s'exprimer en public, on apprend à organiser un groupe. Résultat, quand vous arrivez dans une entreprise, eh bien vous savez tout de suite comment vous comporter, vous savez vous imposer, vous savez diriger. Mais plus globalement, une colo, ça reste une manière comme une autre d'apprendre des valeurs très recherchées comme l'indépendance, la confiance en soi, l'entraide. Mais il y a un bémol dans l'article. Une psychologue nous fait part d'un vrai bémol. Si la colo est une très bonne expérience pour un ado, donc elle lui offre cette expérience loin des parents, il ne faut surtout pas il faut absolument que l'enfant ait vraiment envie d'y aller, parce que si les parents lui imposent la colo, ça crée un traumatisme. Ça crée un traumatisme et l'enfant se sent rejeté, c'est-à-dire on s'est débarrassé de notre enfant rejeté par ses parents. Par ses parents, on s'est débarrassé de notre enfant pendant 15 jours et 3 semaines. Donc attention à ça, l'enfant doit être vraiment volontaire pour la colo et il faut lui faire choisir sa colo. Donc à ce moment-là de la chronique, comme vous connaissez bien les chroniques de fin d'émission, vous allez me dire je veux absolument entendre Pierre Perret, les jolies colonies de vacances. Seulement si vous le voulez, Barbara, c'est vous qui le lancez. Mais bien sûr que je le veux. Allez, Pierre Perret. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Vous avez passé vos étés en colo, Laetitia? Ah oui. Moi, j'allais dans une colo qui s'appelait Colo Academy. Et justement, on apprenait quoi? On apprenait, c'était une colo de comédie musicale en fait. On apprenait à chanter, à jouer le théâtre, à danser. Et c'était plutôt cool. Et ça vous a servi sur votre CV? Non. Ah non. La théorie retombe à plat. Bon, allez, moi j'ai adoré mes expériences colo. Vous aussi, Rudy? J'en ai eu très peu, mais c'était toujours des bons souvenirs. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Merci de votre fidélité au Morning et i24 News. On se retrouve avec grand plaisir dès demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.